Jusqu'à présent, on a parlé des processus thérapeutiques, de leur importance. Mais je vais rajouter quelque chose qui est vraiment important dans le travail thérapeutique et qui est vraiment la zone où ce processus thérapeutique va permettre un changement. Et j'en parle avec une certaine émotion parce que cette zone-là, c'est une zone extrêmement profonde, extrêmement émotionnelle, extrêmement affective, dont on ne peut pas faire l'économie. Un lieu où les mots et les actes n'ont plus de fonction. Au Québec, on dit quand on a une idée qui est bonne et tout ça, c'est un bon vendeur. C'est ma nouvelle idée qui est un gros vendeur, on dit. Donc et cette idée-là, si je peux dire, m'est apparue il y a peut-être 3, 4 ans, je ne sais plus exactement 5 ans, mais elle est assez neuve dans la chronologie des idées. Et c'est devenu pour moi un gros vendeur parce que j'ai trouvé que c'était une autre façon de voir les choses et de comprendre un tas de trucs et de permettre aussi un tas de trucs. Je peux y aller par plusieurs bouts pour y arriver, mais un des bouts, B-O-U-T-S, il n'y a pas deux, un des bouts. Alors je ne sais plus qui est la poule et qui est l'œuf, c'est un peu comme Echo, je compare ça à un truc d'enfant et à un jeu d'enfant, mais finalement le truc du jeu d'enfant, je l'ai trouvé alors que la méthode était quasiment déjà faite, et je me suis retourné en disant Crombé, t'as inventé Echo, t'es bon, t'es fort, t'es tout ça, mais en fait les enfants ils ont déjà inventé ça il y a 20 000 ans, puis tu t'en es pas rendu compte, mais c'est bien de ta faute. Mais c'est un peu ça aussi. Donc, je ne sais pas qui est la poule et qui est l'œuf, mais je vais partir de cette image maintenant qui me sert, de cette image, de cette analogie, de cet exemple, cet événement, comme une image, comme un paradigme de ce que je vais dire. Paradigme, c'est un beau mot, je trouve. En fin de soirée, là, c'est bon. Un paradigme épistémologique, c'est encore mieux d'ailleurs. Avec actu-susception, c'est pas mal. Quand un enfant naît, il exprime de façon très très intense beaucoup d'affect. Quand une personne va mourir, elle exprime de temps à autre, de temps à autre, je dirais, bon, mettons, beaucoup d'affect, ou en préparation du travail de mort, si je peux dire, ou du passage de mort. Quand on va se marier le lendemain, et que tout est prêt pour la cérémonie, le soir même on a un tas d'affects, éventuellement on vomit, on diarrhée, et puis on fait un tas de trucs, éventuellement on se dit je me demanderais vraiment si j'ai pris une bonne décision. Quand on a quelqu'un, ton père, qui nous est cher, il y a un tas d'émotions qui sortent, très intenses, etc. Et quand on a été victime de violence, après le premier pas, ou des grandes carences, ou des grandes violences, des grands traumatismes, on va mettre ça en plus général, après un premier pas où on sent rien de la leucémie dont on va parler à un moment donné, les premières manifestations de l'ouverture du vécu intérieur, ce sont et j'utilise maintenant ce mot-là si je ne l'ai pas encore utilisé jusqu'à présent, des affects extrêmement intenses. Ce qui m'a fait dire et sentir, d'une part, d'abord dire et sentir, que ces affects sont les premières manifestations de la vie. Et ensuite, je vais définir ces affects-là, je vais distinguer quelques affects comme ça. Ces affects très intenses, c'est une tautologie, un affect c'est forcément très intense, sont les premières manifestations de la vie. Enfin, c'est les premières d'abord, sont les premières manifestations de la vie, sont les dernières manifestations de la vie, de chaque passage de vie, etc. Des affects qui sont intenses, primaires, primitifs, primordiaux, premiers, autre façon d'aborder le truc, autre diagonale. En contexte thérapeutique,
c'est la quatrième dimension d'éclos, c'est l'œuvre, c'est la création. Ça peut avoir rapport pour l'instant, vous allez voir, ça a un rapport complètement. C'est l'objet nul. L'objet nul, suivant le travail qu'on a fait en éclos pour la quatrième dimension de l'œuvre, ECHO, œuvre. Donc, création. Soit simplement faire convergence avec des choses déjà travaillées, si je peux dire. Mais ma réflexion est la suivante. Oui, alors autre chose aussi, comme convergence, dont je ne suis pas encore arrivé au point tournant, le point tournant, je vais en parler. Václavic distinguait deux changements. Un changement numéro 1, un changement numéro 2, ça franchement, c'est pas sa force de trouver des termes, mais en fait c'est un Américain, c'est pas un Français, il practical that guy. Mais le changement numéro 1, c'est simplement d'additionner 2 et 2, ça fait 4. Enfin, si vous savez, c'est l'histoire des Mensa, là, on vous fait un petit calcul, enfin, 2 et 2 font 4, 2 et 3 font 6, puis ensuite vous devez continuer pour montrer votre intelligence. Donc, vous suivez le même pattern. Ça peut être assez compliqué, mais c'est dans la même logique. Mais le changement numéro 2, c'est un changement logique. On passe à un autre niveau, où donc ce niveau-là ne correspond pas au premier de façon, comment dirais-je, arithmétique ou géométrique, mais on passe dans un autre univers complètement différent. Ça s'appelle le changement numéro 2. En ce qui concerne la thérapie, je ne sais pas s'il le dit comme tel, mais moi je vais le dire comme tel, le fin fond de la thérapie, le nerf de la guerre de la thérapie, c'est de changer de niveau logique. Parce qu'on ne peut pas résoudre un problème qui a été créé dans un certain niveau logique en restant dans le même niveau logique. Donc il faut changer de niveau logique pour que le problème, d'ailleurs, non pas s'élimine, mais s'estompe, s'efface. On va travailler là-dessus. Quand un problème, on l'analyse, on le combat, on le positivise, on reste dans un changement numéro 1. Et en fait, ça marche pas, éventuellement ça marche, pourquoi pas. Ça marche mieux pour les petits problèmes quand même, parce que pour les gros, franchement, on a des difficultés. Mais donc quand on passe à un niveau numéro 2, en fait, le problème n'est plus vraiment un problème. De toute façon, il s'estompe, il s'efface, voilà. Donc à ce niveau-là, je trouve que le travail thérapeutique, c'est de passer dans un changement numéro 2. Le problème de passer dans le changement numéro 2, dans le changement numéro 1, alors je reviens un peu tout du temps en arrière, dans le changement numéro 1, sur le plan d'identité personnelle, il n'y a pas de problème. On se bagarre, on retient, on contient, on dénie, on positivise, mais on reste soi-même. Il n'y a pas de péril dans la demeure. Mais dans le changement numéro 2, là, il y a un changement d'identité. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas les changements numéro 2, parce que le problème qu'on a, qu'on pense, qu'on sent, qu'on ressent, qu'on prévoit, qu'on intuitionne, c'est qu'on va y perdre sa peau. C'est en voulant changer ce qu'on change, on change soi-même, et on se demande est-ce que je vais m'y retrouver. Donc c'est un sacré problème. Et franchement, comme on dit, on va peut-être mourir, ben on reste pareil, etc. On reste dans le changement numéro 1, c'est-à-dire on reste à ce niveau, on fait des efforts pour changer des trucs et tout ça fait louable, mais qui garantissent la survie. Mes mots sont importants. Et donc ce qu'on va travailler, c'est changement numéro 2, dans les processus thérapeutiques. Et tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, si je veux un peu dramatiser la chose, ça n'est que le préambule de ce qui va se passer maintenant. Le nerf de la guerre, il n'est pas là. Le lieu de changement, on l'a abordé peu à peu, mais là, on va se retrouver là. Et c'est là que ça se passe. Tout le reste, c'est des préambules. Et la compréhension, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on essaye de faire, sont des préambules à ce moment-là. Alors là, je vais passer avec mon schéma important, parce que ça va nous amener sur à des expérientiels. Pour pouvoir passer, donc je me répète pour me relancer dans une certaine direction, la thérapie,
Ça va être de passer d'un certain état à un autre état qui va faire que le problème pour lequel il nous embête dans un certain niveau logique, on va l'utiliser, si je peux dire, on va s'en servir de prétexte pour passer dans un autre état qui va faire que le problème va se dissoudre. Donc le problème, en fait, finalement, n'a plus d'importance. C'est une occasion de quelque chose. Et ce quelque chose, je vais dire comme ça pour l'instant, c'est un passage. C'est le Stargate. C'est le passage par une porte qui va permettre d'être dans un nouvel univers. Alors, pour moi, la thérapie dont je veux parler, c'est ça. C'est-à-dire que on démarre avec un problème. Vous inquiétez pas, je vais introduire le thérapeute après. On démarre avec un problème, et puis on comprend des trucs, et puis on comprend plus, puis on associe, puis on a des idées, puis on fait des essais, et puis dans la thérapie on parle, on dit un tas de trucs, etc. Et arrive à un moment donné où il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à faire, et on est devant la porte. Si je peux mettre ensemble plusieurs choses. Puis là, comme il n'y a rien, on est devant l'objet nul. On se dit merde. Et puis on recommence à penser, à réfléchir, etc. Ça aboutit pas et on commence à penser, à réfléchir. Et puis tant de jours, semaines, heures, minutes, on se retrouve dans ce point où il n'y a plus rien à dire et plus rien à faire. Puis on recommence, puis ça dure des années. L'instant crucial, c'est celui-là. C'est celui où il n'y a plus rien à dire et plus rien à faire. Il n'y a plus de technique qui marche. Il n'y a plus d'espoir. Tout ce qui a on essayé de faire fonctionner avant n'a pas marché. Et on se retrouve gros gens comme devant cette zone-là. Et dans cette zone-là, qui est juste avant ce passage, qui va aboutir dans quelque chose, un saut, on pourrait dire, dans l'inconnu. Mais c'est vrai, c'est un saut dans l'inconnu quelque part. Cette zone-là est extrêmement intense. C'était vraiment une zone de fonte, comme dans les fonderies. C'est le creuset. Ça chauffe en bibite. Ça brûle. C'est en fusion, c'est la fusion. Et c'est à ce moment-là que surviennent des affects, qui sont le signe de la fin de cette vie-là et du début de l'autre vie. Donc c'est une porte qui est extrêmement intense, si je peux le dire, tellement intense que, de fait, c'est pas pour rien qu'on remonte en arrière et qu'on essaie de réfléchir à nouveau. Puis forcément, on va retomber à ce point-là, à un moment donné. Du moins, on l'espère. On l'espère, théoriquement. Donc ce passage-là, il est extrêmement difficile à faire. Donc de fait, niveau 1, numéro 2, puis la thérapie, ça consiste à passer d'un niveau logique à un autre niveau logique. Génial. Le problème, c'est que quand on arrive dans la porte, Chris, ça se passe pas de façon placide. Et par expérience, si je peux dire, j'ai déterminé 6 affects qui sont ces bidules de geyser qui sortent pour la fin de la vie, pour le début de la vie. Hyper intenses, qui ébranlent, où on a l'impression de perdre son esprit, son âme et son corps. C'est pas rien. Ça, je pense que c'est vraiment important de se rendre compte, et vous le savez en même temps, mais c'est énorme. C'est brûlant. Il y a 3 affects qui sont connus banalement quelque part, mais qui ne sont pas forcément considérés comme des affects au sens où je l'entends là, et c'est ça aussi le problème. Il y en a un, c'est la rage.
Je ne parle pas de la colère. Hein. La colère, c'est sympa, ça. La rage. C'est-à-dire, c'est qu'il va faire qu'on va tuer l'autre ou on va se suicider. On en reparlera de ça, d'ailleurs, c'est vrai. Je vais mettre suicide pour m'en souvenir, mais ce sera générique pour moi. Suicide. Allez. C'est la terreur. C'est pas la peur, là. La terreur. Je dis c'est pas la peur, c'est la terreur dans le sens où à chaque fois on a peur d'y perdre son identité. Et on y perd son identité, possiblement, j'en sais rien, enfin bref. Le troisième, c'est la détresse. C'est pas la déprime, c'est la détresse. C'est pas la dépression c'est un truc psychiatrique. La dépression c'est pas compliqué, c'est les murs qui chauffent, puis tu descends dans le sous-sol, puis tu mets tout à off, comme ça t'es tranquille. T'es déprimé, comme ça tu sens plus rien. Donc la dépression pour moi c'est pas un affect, c'est une solution de survie. De survie. Donc la détresse. Alors ensuite, il y en a 3 de plus qui me semblent importants, et qui sont plus ou moins vulgarisés dans certaines thérapies, plutôt moins que plus dans certaines. C'est la passion. Vous savez, ce truc qui fait que, juste avant de mourir, on se dit, merde, j'aurais faire... Il y avait un roman, d'ailleurs, qui est très bien là-dessus, c'est d'un Canadien, un gars qui meurt de sida au fin fond du Burkina Faso, je sais pas quoi, et une des images, mais que Courte Manche a vécu, c'est qu'en fait, le gars il dit, c'est en Afrique, hein, donc ils amènent des prostituées qui sont elles-mêmes sidatiques, et c'est le folklore total, c'est le sexe n'importe comment, alors que le gars avec le gars qui est en train de mourir et tout ça. Hein. Donc c'est la passion. Ce qui fait de temps en temps, la psychiatrie décrit, parce que la psychiatrie a très peur de la passion, elle décrit des délires érotomaniaques. Le vide, pour moi, c'est un affect. Ce qui fait, là je mélange un peu des trucs, ce qui fait que ce vide est vécu par certaines personnes continuellement, ce qu'on appelle les troubles narcissiques, entre autres de personnalité. C'est pas le DSM-5, mais c'était enfin le DSM-4 ou le DSM-3. C'est éliminé du DSM-5, je pense, parce que, à mon sens, parce que c'était trop affectif. Mais c'était le vide narcissique. Je parle pas du narcissique disant j'en ai une qui est plus grosse que la tienne. Je parle du vide narcissique, l'absence de narcissisme. Le vide. Et 6e, qui est curieusement pas tellement comment dirais-je, familier, en tout cas, c'est le dégoût. Ce qui fait que le nourrisson, il dit et qui vomit aussi sec la cuillère de tomate que vous lui avez faite. Le dégoût. Et qui est aussi très présent dans les viols et tout ça. Donc pour moi, c'est un affect extrêmement important. Alors, avec mes exemples, ce que je veux dire, et pour aller plus loin dedans, le problème, c'est pas les affects, puisque c'est des signes de vie. C'est le début d'existence, c'est juste après la survie. La survie, on a réglé. On est reptilien, on s'arrange pour survivre. Si c'est pas moi, c'est toi. Ça, c'est réglé. Ça, c'est le bulbe. Si vous voulez, c'est le bulbe rachidien. C'est réflexes. C'est réflexes. C'est un peu plus sophistiqué que les réflexes, mais on est dans le bulbe. Là, si on veut faire des pseudo-comparaisons anatomiques, on est dans le média encéphale, on est dans les noyauderies centraux, on est dans tout ce qui est des trucs comme ça. Après ça, on est dans le frontal, préfrontal, enfin les choses intelligentes, mais on n'en est pas là du tout. On est au début de l'existence, c'est là où c'est vraiment le début de la vie intérieure. C'est pas sophistiqué du tout, c'est brut, tel quel. Pourquoi je dis ça? Oui. Alors pour moi, la question des affects, d'abord c'est pas des pathologies, premier temps. Le vide c'est pas une pathologie, c'est un affect. La passion, je l'ai dit, c'est un affect. La terreur, c'est un affect, etc., etc., etc. Et la question sur le plan de notre processus, bien sûr, ces affects sont, on pourrait dire,
comme dans les films, enfin les films symboliques, sont un peu les gardiens, enfin vous savez, les monstres qui sont aux portes de ces tas de mythes, où il y a des tas de bidules plus ou moins horribles qui sont à la porte et il faut les traverser dans les jeux de vidéo, il y a beaucoup ça maintenant. Hein. Mais pour moi, ce sont les affects, qu'on voit comme des monstres, mais qui sont en fait ceux qui vont permettre, si on les apprivoise, de passer. Il y a beaucoup de jeux qui sont comme ça, des jeux vidéo qui sont comme ça. Je joue pas tellement aux jeux vidéo, mais quand on les décrit dans les comme ça, dans les journaux pour les nouveaux jeux vidéo, ça ressemble toujours il y a des choses comme ça qui ressemblent à ça. Donc notre question à nous, comme humains, comme personnes qui éventuellement veulent se transformer, c'est d'une part de reconnaître qu'au moment cruciaux, on va rencontrer ces affects, rencontrer d'une façon de parler, comme si j'anthropomorphisais les affects, mais donc ils vont survenir, quoi. Hein, une façon de parler, de les rencontrer. Je suis déjà en train de faire un jeu vidéo quand je dis ça, mais c'est une façon de faire, une façon de parler. Et le travail, ça va être de familiariser ces affects. De façon à ce qu'ils nous amènent à pouvoir faire le passage dans un autre lieu, état de conscience, whatever it is. Mais c'est pas évident, parce qu'à chaque fois on se demande, peut-être que je vais en mourir. C'est le trac. On parle, ça va faire partie de l'expérientiel, on dit des trucs, là je viens de m'arrêter, donc il y a du vide. Parce que je sais pas encore ce que je vais dire. Alors ce vide-là, si je ne le supporte pas, je vais essayer de le remplir. Si je le remplis, c'est foutu, je ne pourrai pas aller plus loin. C'est à la fois très large et très précis ce que je dis. Mais si je suis familiarise ce vide qui survient quand j'ai plus rien à dire, eh ben je vais faire un passage et quelque chose d'autre va advenir. Dans un autre niveau logique que celui que je viens d'utiliser. Donc c'est même pour des petites choses, le principe est le même, c'est ça que je veux dire. Donc le travail qu'on va avoir à faire, c'est à familiariser ces affects. Bon, j'en ai écrit 6 pour faire un peu arc-en-ciel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour faire un peu arc-en-ciel, mais tout ça c'est mélangé, hein, bien sûr, façon de parler. Et donc, à travers ces affects, éventuellement, sur la barque de Charon, je sais plus qui, là, on va traverser de l'autre côté. C'est ça le truc. À ce niveau-là, une des sensations qu'on va avoir, c'est l'impuissance et l'ignorance. Impuissance totale, ignorance totale. Tout ce qu'on savait avant, ça sert à rien. Et tout ce qu'on voulait faire, qu'on pensait faire, qu'on avait fait, ça sert strictement à rien. Ça a servi à aller jusque-là. Mais là, totalement impuissant, totalement ignorant. C'est bien sûr ce qui fait qu'on remonte dans le savoir et dans le pouvoir, parce que c'est insupportable. Donc le défi, mais c'est pas un vrai défi, c'est ça va être, donc je laisse tomber mon terme parce que j'arrive pas à en trouver un, ça va être de pouvoir être tout à fait en bien-être dans cette impuissance et dans cette ignorance. Tout à fait en bien-être dans cette impuissance et dans cette ignorance. C'est le moment crucial de la thérapie. Façon de parler, parce que ça arrive 25 fois, 100 fois, peu importe. Mais c'est à chaque fois le moment crucial de la thérapie, c'est ce moment-là. Avant, là, c'est sympa. Aussi savant que c'est, aussi multicoloré, enfin je sais pas quoi, avec des tas de techniques, ça, c'est hyper sympathique. Mais ça n'a de valeur que si on aboutit là. Et c'est pour ça que, enfin, je vais rassembler des choses là, c'est pour ça que quand les thérapeutes croient en ce qu'ils font et croient en ce qu'ils disent, donc dans le contenu même, ils vont empêcher d'aller jusque-là. Ils vont freiner. Si les thérapeutes sont intéressés à ce qu'il y a entre leurs techniques, entre leurs mots,
Donc dans les blancs, dans les hypothèses, dans les suppositions, dans les oui peut-être que, mais enfin vous savez, j'ai dit quelque chose, mais peut-être que c'est l'inverse. Là on introduit des espaces et le fait d'introduire des espaces va permettre d'aller plus vite au niveau de ce lieu d'appui. Donc dès l'instant où on laisse présent d'emblée, d'une certaine manière, de façon supportable pour nous et pour l'autre, l'impuissance et l'ignorance, on va arriver d'autant plus vite mais enfin c'est une façon de parler, à ces moments, mais enfin on va dire à ce moment pour simplifier, à ce lieu où va se faire le passage. Plus on remplit, moins on va y arriver, plus ça va prendre du temps pour y arriver. C'est pour ça que c'est important de dire, je vous dis ça, mais ça pourrait être l'inverse. Du coup, on introduit un espace qui, lui, va permettre d'arriver plus vite à ce point-là. Et tant qu'à faire, autant moins perdre son temps. Donc on arrive à ce point-là. Et donc on est impuissant et ignorant. Et on traverse, et là, tout d'un coup, tout est différent. Le thérapeute, la mère de famille, le père de famille. Le père de famille devant son enfant qui fait une crise par terre, de tempête en trouble, et qui dit « Merde, mais qu'est-ce que je peux faire, bordel? Je comprends rien à ce que tu veux. » Hein? Donc le thérapeute, qui a tout dit à son patient, tout fait avec le patient, puis le patient finalement résiste, etc. Enfin, le thérapeute dit résiste. Bon bref, le thérapeute est totalement impuissant et ignorant. Et voilà. Alors le thérapeute, quel est son but? Quel est son rôle, à mon sens, fondamental? C'est d'être sympa, jusqu'au point, enfin, sympa. Et éventuellement, donc, on l'espère, je dirais, on arrive à ce point-là. On arrive souvent, de plus en plus, à ce point-là. Mais je résume en un seul point, comme si c'était un seul lieu, un seul temps. À ça. Le thérapeute, à ce moment-là, se sent totalement impuissant et totalement ignorant. Et c'est correct. C'est le signe même que quelque chose d'important va se produire. Et le réflexe du thérapeute, bien sûr, ça va être de nouveau de remplir le truc, de donner de nouvelles techniques, etc. Parce que ces affects sont insupportables. Le patient est totalement en détresse, et le thérapeute aussi. Totalement en rage, parce qu'il a fait un tas de trucs, et le patient aussi, parce que franchement, le thérapeute, il est nul. Totalement en passion, parce qu'il est tombé en amour, c'est sa seule solution, c'est de coucher avec le patient, et vice-versa. Bref, c'est un geyser, quoi. C'est un volcan, ce truc-là. Totalement dans le vide, totalement dans le dégoût. Mettons les 6 affects, pourquoi pas. Le thérapeute, donc, se sent totalement impuissant et ignorant, c'est une excellente nouvelle du fait qu'on est arrivé au point important. Et que tout ce qu'on a dit et fait auparavant était sympa, mais c'était pas ça. C'est pas ça encore. Et c'est très important pour les thérapeutes, d'une part, d'être totalement en familiarité par rapport à ces affects, aussi intenses qu'ils se produisent, parce que sinon le thérapeute, il a peur, hein, et je le comprends. Quelqu'un qui tremble, qui crie sur un divan, franchement, comme disent les psychanalystes, il dépersonnalise. Donc ils le remettent dans un diagnostic. Donc c'est pas, donc il faut que le thérapeute soit très très familier par rapport à ces affects-là, et d'autre part qu'il soit tout à fait à l'aise dans son impuissance et son ignorance. Et donc il va accompagner pour la première fois, si je peux caricaturer, la personne dans ce passage où il n'y a plus rien à dire et plus rien à faire. Et il va être l'accompagnateur de ce passage-là. Il va être le passeur. Parce qu'il va être là, impuissant, ignorant, comme l'autre, avec tous les affects. Mais pour la première fois, la personne, si je dramatise, pour la première fois, la personne ne va plus être seule dans ce passage. En fait, pour la première fois, la personne va pouvoir faire le passage parce qu'elle n'est pas seule là-dedans. Donc le rôle pour moi du thérapeute est essentiellement à ce niveau-là. C'est là où il devient absolument important. Avant ça, les bouquins peuvent faire l'affaire. Ici, les bouquins ne peuvent plus faire l'affaire.
Voilà ce que je veux dire. Et donc, on va travailler là-dessus. Commentaires, questions, élaboration. C'est archi simple. Une fois de plus. Difficile. Archi simple. Et quand on permet ça, ça arrive franchement plus vite qu'on pourrait le croire. Est-ce qu'il y a une notion de pathologie dans ce que tu as expliqué? Aucune. La pathologie, c'est tout ce qui va devenir du fait qu'on n'y arrive pas. Donc, entre autres, il y a deux solutions, enfin deux, trois solutions. Je répète des choses déjà dites d'ailleurs, parce que tout ce qu'on a dit, ça se rassemble là-dessus. Donc, par exemple, un des trucs, c'est de devenir déprimé, devenir psychotique ou devenir alexithymique, somatique. C'est une façon de réchapper, de survivre. Ça va? Alors, je suis très péremptoire, hein, parce que je suis quand même un peu passionné, mais je suis très péremptoire, mais on peut mettre des... Hein, vas-y. Est-ce que ce passage niveau 1, niveau 2, oui, est global de la vie en général, ou ça peut être par type de, j'en sais rien, de relation, est-ce que... Et tout le temps, je veux dire, là encore, tu verras, je fais du surf sur ce que tu dis, mais quand un peintre est devant sa toile blanche, et qui prend le paysage et qui le copie, on est dans un changement numéro 1. Ça fait des croûtes, comme on dit en France. Mais si le gars, il est dans sa page blanche, que cet objet nul lui permet de laisser quelque chose de se créer en lui, à travers ce vide, cette détresse, etc., et que ça, il va le mettre sur la toile, la même, enfin en l'occurrence il pourrait le mettre sur une autre toile, si je peux dire, mais c'est la même puisqu'elle est là. Là ça va être du Van Gogh ou du Picasso, ou du Dali, je suppose. Enfin, je leur ai pas parlé pour leur demander comment ça se passait à l'intérieur, mais c'est ça que je veux dire. Donc ça veut dire, au fond, si je me rapproche davantage de la question, ça se fait dans des petites choses comme dans des grandes choses, mais le processus est pareil. On décroche. Et on ne peut pas faire l'économie, alors là c'est important, on ne peut pas faire l'économie de ces affects-là pour changer. Sinon on l'aurait déjà fait. Quand on est dans un couple qui ne marche pas et qu'on se sépare, on peut pas faire l'économie de ces affects en disant bah finalement ouais, je vais partir. Ah non, non, enfin à moins que ça n'ait pas d'importance. Mais si ça a de l'importance, on va passer par des affres des affects, ça c'est clair. Et c'est correct. Ça fait partie du package. Mais il faut familiariser ça, c'est ça l'important. Puis j'ai l'air de dire ça, mais c'est valable pour moi aussi. Hein. Tu es en train de penser au passage, oui. Au passage de l'enfance à l'adolescence. Oui, bon exemple. C'est aussi, tout à fait, ouais. Par exemple. Ça permet vraiment de mieux comprendre les crises et tout le truc. Devenir parent. Tout. À toucher, bien sûr. Se séparer, perdre mettons à 76 ans, son chat, qu'on adorait, qui est la dernière personne vivante de la maison. Et notre travail de thérapeute, c'est vraiment d'être là. Ça, pour moi, c'est de plus en plus clair. Avant ça, c'est correct, après ça, c'est correct. Mais là, c'est vraiment... il faut l'avoir vécu soi-même. C'est un vrai drame, parce que par exemple au Québec actuellement, je pense qu'en France, vous avez le même genre de loi qui est en train de se construire, qui s'est construite ou qui va se construire. Mais au Québec, les nouvelles règles de psychothérapie contiennent le fait que les gens n'ont pas besoin de faire de psychothérapie personnelle.
Donc on envoie des apprentis sorciers, on forme des apprentis sorciers qui n'ont pas vécu ça, jamais, à qui on ne demande rien du tout de ce qu'ils ont pu vivre, et donc ils font une job de thérapeute, mais ils l'ont pas vécu, quoi. Donc c'est une incompréhension totale de l'importance de ce que c'est un processus thérapeutique. Ils ont appris à l'université, les pathologies, les machins, les bidules, mais eux-mêmes n'ont jamais vécu ce genre de processus. Enfin, ils l'ont peut-être vécu, mais c'est peut-être en faisant du cheval ou en perdant, je sais pas, des êtres chers, mais ça reste, comment dirais-je, personnel, mais c'est pas... Voilà. C'est un détail politique, mais c'est pour dire que on est loin du compte. Oui. Comment tu vois qu'il est passé? Et la personne le dit. C'est simple mes réponses, parce que franchement, moi, c'est la personne qui le dit. La personne, si je pleure à fond, crie, pleure, etc. T'es là. Là, je commence à faire expérientiel avec vous. T'es là et tu sens que tu peux rien dire et rien faire. Éventuellement, tu dis est-ce que vous voulez des papiers mouchoirs, des Kleenex? Et la personne qui sait très bien ce qu'elle vit, elle te dit non, non, pas la peine. Et elle pleure, puis ça dégouline partout, le maquillage, le machin, ça coule. Donc elle dit non, non, foutez-moi la paix avec le Kleenex. Je suis vraiment dans un travail de passage, quoi. Elle dit pas ça, mais donc toi t'es là. Puis tout à coup ça s'arrête et ça va? Et elle répond non seulement ça va, mais c'est lumineux, quoi. Elle est passée de l'autre côté. Un peu, enfin une fois. De l'autre côté, on va dire, pour simplifier, d'accord? Pour simplifier, parce que c'est pas un passage, c'est 25 passages, mais peu importe. Donc c'est les gens qui le disent. Et heureusement, on le sent très bien, quoi. Le tout du Kleenex, c'est pour aider un peu à supporter le passage. Mais c'est comme ça, c'est sympa, quoi. Mais c'est pas un coup du Kleenex, excusez-moi, c'est pas une stratégie. Mais c'est pour dire que on y va nous aussi progressivement comme intervenant, quoi. Mais le principal, c'est qu'on est impuissant et ignorant. Comme signe que ça nous dépasse complètement ce qui est en train de se passer. C'est fulgurant. Vas-y. Oui, j'avais une question. Il y a des personnes qui commencent à passer et qui se reprennent, qui s'arrêtent net en genre ah mais je peux pas me permettre. Tout à fait. Je vais faire du bruit, qui repartent en arrière. Oui. Respect. Bah oui, bien sûr. Tu peux pas forcer quelqu'un parce que là tu deviens responsable de la mort de la personne. Bon, ça serait pas tellement grave, ce serait poursuivable au civil ou au criminel, mais tu deviens surtout responsable de leur vie, ça c'est grave. Ça. Donc, il y a qu'eux-mêmes qui peuvent le faire. Nous, on est l'accompagnateur. S'ils reculent, on recule avec eux, c'est tout. On respire, on prend une cigarette et on recommence. Et la personne le sent quand on est avec elle. La personne sent qu'on est avec elle dans ses allées, dans ses reculs. On l'encourage pas à essayer de repasser. Non. On laisse. Ça se passe tout seul. Nous, on prépare le terrain, ça se passe tout seul. Je réponds ça à toi comme ça, là, mais t'as raison de le poser la question comme telle. C'est vraiment, il y a qu'elle qui peut faire le travail. Et notre risque, ce serait justement, c'est de pousser les gens, ou de retenir les gens, enfin, un truc comme ça. C'est tentant en bibite, mais oui. Est-ce que je peux te donner un exemple? Je t'en prie, justement. J'ai vécu et tu vas me dire si... C'était une personne qui est venue me voir qui était allergique, une dame, une aide-soignante qui était venue me voir parce qu'elle était allergique à l'eau de Javel. Et puis travaillait depuis plusieurs mois. Je me demande depuis quand? C'était depuis qu'elle avait accompagné sa fille en réfléchissant de 12 ans à la piscine. Je me suis dit, je suis vite là, c'est pour passer pour vous à 12 ans. Enfin, Et c'est là qu'elle s'est mise en affect. Elle a transpiré, elle s'est mise
je crois que là, j'ai laissé faire, quoi. J'ai pas commenté, quoi. Voilà, je l'ai soigné à ma manière, et je l'ai revu plus tard, et en fait, depuis là, depuis, elle avait pu toucher l'eau de Javel, c'était fini, quoi. Est-ce que ça peut... Je trouve que ça ressemble notamment parce que, en fait, t'as rien compris, t'as rien fait. Non. T'as pas fait de symbole du Javel, t'as pas fait de biologie totale, donc en fait, t'aurais pu, hein. Mais en l'occurrence, c'est intéressant, t'aurais pu. Là, c'est pas le problème. Mais, ce qui est intéressant, c'est que ça s'est passé plus vite que, ça a tiré plus vite que ton ombre. Oui, ça été vite, là. Hein, d'accord? Ça m'intéresse. Et c'est elle qui a fait tout le boulot, quoi. Oui. Si je peux dire. Hein? Tout à fait. Je l'ai En ce sens-là, c'est un bon exemple. Oui, l'échange, c'est chouette. Voilà. On n'arrive pas direct. Tout à fait. C'est là où ça bascule. Donc, oui. Moi, quand tu décris ça, ce passage, ça m'évoque ce qu'on peut faire même seul quand on s'en remet. Je m'en remets à plus grand que moi. Une forme d'acceptation de ce qui est et pour lequel on est impuissant de toute façon. Et à partir du moment où on s'en remet, moi je dirais avec mes mots qu'on se branche à un autre niveau et du coup ça fait. L'acceptation est je trouve que c'est intermédiaire, mais l'acceptation est un excellent moyen de mettre le mental en stand-by pour que ça puisse se produire. Donc c'est là le mot acceptation c'est un bon, je suis d'accord, c'est un bon truc, hein. Mais en fait, bien sûr je suis contre, surtout quand les gens parlent d'acceptation avec écho, parce que, comment dirais-je, on n'accepte rien du tout. On change les choses, et les choses vont changer. Mais je fais du surf sur ce que tu dis, ok? Et alors je m'en remets. Alors là, c'est un autre. Bon, alors donc pour l'acceptation, mais je trouve fantastique l'acceptation. Ça permet de mettre le mental en stand-by, le temps que les choses importantes se passent. Comment dirais-je, à l'insu de la bonne volonté des gens, de nous-mêmes, et que finalement, ce qu'on pensait accepter, finalement, on n'a pas à l'accepter parce que ça n'a plus d'importance, okay, ou ça a changé. Donc, mais c'est chouette. On s'en remet à quelqu'un d'autre. Ça, pardon. Je m'en remets à plus grand que moi. Alors, on s'en remet à plus grand que soi. Oui, c'est ça. Enfin, une des choses qui était à la racine de l'intention dans Écho, enfin du lever d'intention, c'était la réflexion que c'est quand même fantastique de pouvoir permettre à des processus de guérison qui sont naturels, personnels, spontanés, etc., inscrits et tout le truc, et en relation avec l'ensemble de l'univers, d'énergie, tout ça, de devoir mentalement s'en remettre à Dieu pour que ça fonctionne. Alors c'est un bon truc, Dieu. Il peut exister, hein, je m'en fous, hein. Là n'est pas le problème. Mais qu'on l'invole pour que quelque chose se passe, c'est vraiment fantastique, quoi. Donc en fait, ça se passe sans... On n'a pas la peine de l'anthropomorphiser pour que ça se passe. Mais c'est un bon truc. C'est un bon truc pour Dieu, je voudrais que... etc., virgule, et que ta volonté soit faite. Donc, du coup, on fout la paix au processus de transformation qui lui peut se faire de lui-même, avec la bénédiction de Dieu. Donc, c'est un bon truc aussi, je trouve, pour casser la volonté personnelle. Enfin, casser. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Pour rebondir, moi personnellement, je travaille depuis quelques temps. Alors, j'appelle pas ça l'acceptation, mais sur l'accueil, au sens où j'accepte de vivre les mal-être, les affects évoqués, mais de les vivre vraiment. D'accord. Pas d'essayer de les atténuer, de les prendre en plein, même si ça fait plus mal, parce que je constate que c'est le seul moyen de les laisser passer, de les laisser partir. C'est le seul moyen, je traduis en écho, parce que je suis forcé de jouer mon rôle de prof, c'est le seul moyen, dans le sens, c'est le seul moyen d'être présent à ces trucs pour qu'un processus se mette en route. De les reconnaître pleinement, oui. Et ne pas tenter de les atténuer même un peu parce que du coup, on est dans. Exactement.
de permettre, donc, étant donné qu'on les reconnaît, un processus qui nous dépasse, qui les dépasse, de se mettre en route. Et puis si on veut les atténuer, ben on les atténue, hein, parce que de temps en temps on en a marre. Donc il n'y a rien de tel qu'un Advil pour atténuer. Pourquoi pas? Ah, faut pas être royaliste, plus royaliste que le roi, parce qu'on veut aussi survivre au changement. Donc on ralentit le changement, c'est chouette. Le patient ou la personne. La personne en position de patient, en fonction de patient, ça marche. La personne, donc, parce que ça, je me sens dans la possibilité de le faire pour moi, mais il y arrive. Alors, on disait ça accélère les choses, mais il y arrive. Comment est-ce qu'on peut accélérer le moment où il arrive là? On accélère si je peux m'exprimer ainsi, pour reprendre ton terme, mais bon, je vais l'utiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que, ok, alors je vais être plus précis, je te remercie, pour l'intervenant thérapeute, qui a pigé quelque chose de ça, l'important pour l'intervenant thérapeute, à mon sens, c'est comme ça que je fais, c'est d'être déjà là au départ. Donc on est là et si bien que toutes nos interventions vont déjà potentiellement amener la possibilité de ce genre de passage. D'où par exemple, quand personne dit « je suis comme ça parce que je suis comme ça », l'intervenant va dire « ouais d'accord, mais en fait peut-être que ça pourrait être aussi l'inverse et que le lien que vous faites, ben, c'est peut-être un lien parmi d'autres et donc autant laisser les deux objets libres. » Je suis déprimé parce que j'ai perdu mon chat. Vous pouvez être présent à dépression, vous pouvez être présent à chat. On crée un espace qui, lui, déjà prépare cet espace-là, ce moment où on va en arriver. Mais si on s'intéresse ici à savoir si l'un, l'autre, la causalité, si vraiment que, on va empêcher ça. Donc déjà, le thérapeute, quelque part, il est déjà là, quant à moi. Et comme il est déjà là, excusez-moi. Donc toutes ces interprétations, hypothèses, etc. Par exemple, ces interprétations, il va les présenter comme des hypothèses, ce qui laisse le champ libre. Donc ça prépare déjà ce moment d'ignorance et d'impuissance. Donc plus le thérapeute est savant, plus il retarde le processus. Donc quand je démarre, je suis déjà là. Quand je dis à la personne, si je parle, comme je vous dis hier, si je parle, si vous parlez, vous parlez, si on est en silence, etc., je prépare déjà ce moment où il n'y aura plus rien à dire et plus rien à faire. Mais sympa, quoi. La personne, voilà. Ouais, enfin, je dirais la fluidité, c'est aussi là-dedans, c'est pour préparer le bidule, quoi. C'est pour que le chameau puisse traverser le trou de l'aiguille. D'accord? Donc il faut bien qu'il devienne fluide pour traverser le trou de l'aiguille. Hein? Mais ça encore, c'est des préparatifs. C'est pas le moment clé. Le moment clé, lui, il est pas seulement fluide, il est terrible. J'aurais d'autres cas de figure. Ouais, je soigne beaucoup d'enfants, j'adore soigner les enfants, ils sont très très à l'aise. Ça me rappelle, je me souviens comment j'étais, enfin je sais pas, je suis très très à l'aise. Et un enfant de 6-8 ans, je sais plus l'âge, j'ai dit. La mère, je lui ai expliqué à dos. Peu importe, il vient me voir parce qu'il y a des tics, il était atroce dans la relation famille, la mère. Donc, ce qui se passe parfois quand je le pousse, il se met en colère, quoi, dans la séance. Moi, j'aime bien, enfin, je maîtrise bien ça. Et je dis, voilà, je le pousse, je dis, bon, moi, je marche pas, ça comme il manœuvrait toujours ses parents, qui marchaient d'ailleurs, à Mélo, notamment. Et donc, ils repartent, on fixe un autre rendez-vous, et elle m'appelle, quelques jours avant, bon, mais il veut pas revenir. Je suis pas là avec l'autorité, là-dessus, je marche pas non plus. L'autorité, je dis, ah non, ça ne convient pas, je dis, là, il faut que tu reviennes. C'est justement maintenant qu'il faut que tu reviennes. Ah ouais, mais non, parce que ça a été trop fort, trop dur pour lui. Bon. Elle me rappelle, elle
été convaincue par quelqu'un d'autre que j'avais. Elle revient. Et là, dans ce mouvement-là, où finalement la mère a tenu le choc, où souvent on arrive, il y a peut-être différents paliers, et le petit, et ça a été un régal, il était débloqué, il faisait plus éthique, etc. Et là, le père était venu, ce coup-là, c'était très bien en plus, parce que j'aime bien, voilà. Est-ce que je n'ai plus rien à lui faire? Oui. Est-ce que ça peut être aussi un passage qui s'est fait par le tout seul? J'en sais rien. Ma réponse est double quand je réponds à ça. Entre parenthèses, le père était là aussi. Hein. Oui. Non mais c'est pas en plus, c'est essentiel. Il manquait des morceaux et il était là. Mais j'en sais rien, mais ça veut dire aussi que c'est chouette. J'essaye de saisir, oui voilà, c'est chouette. C'est chouette. De saisir, c'est chouette. où est ce mouvement-là, quoi? Oui, je suis d'accord. J'en sais rien, mais je suis d'accord. J'en reviens donc à l'idée de dans la phase 1, donc le thérapeute aurait comme pourrait jouer le rôle de déconstruire, peut-être créer des espaces entre le symptôme et ce à quoi on le lit. C'est ça? Ouais, mais enfin. Oui. Faire bouger les choses, c'est ça, c'est comme transformer, c'est comme mettre un objet à la place d'une souffrance ou... Tout ce qu'on fait comme thérapeute dans ces préparatifs, si tu veux, je répète, c'est simplement que ce que les gens disent, on les met témoins de ce qu'ils disent. Tout ce que les gens disent et font, on valide tout et on les met témoins de tous les objets. C'est tout ce qu'on a à faire comme thérapeute. On n'a pas à faire avancer la personne, on n'a pas à la diriger par-ci, par-là, je sais plus ce que tu disais comme expression, on n'a pas à remplir des trucs par d'autres trucs. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on est présent à la personne et qu'on valide tous les objets. Moi, je dis souvent aux médecins, dont certains psys leur disent qu'ils sont pas capables de faire la thérapie, alors qu'en fait, ils reçoivent 70% des gens qui viennent sont en fait des gens qui demandent des thérapies. Ils passent par les médecins et non pas par les psychologues et surtout pas par les psychiatres. Donc je suis amené à leur enseigner, si je peux dire, des principes de thérapie. Je parle pas de ça, mais je parle de façon comment mettre en route un processus thérapeutique chez quelqu'un. Et je leur dis, votre premier travail, quand vous savez pas quoi faire, de toute façon vous savez souvent pas quoi faire parce que je fais des blagues, heureusement vous n'avez pas eu toutes les formations qui vous permettent de croire que vous savez quoi faire. Mais donc votre travail essentiel, c'est d'être en contact avec la personne et c'est de valider tout ce que la personne dit. De valider donc la personne, de valider les événements extérieurs et de valider les vécus intérieurs. Je leur dis c'est un trépied. Et quand vous faites ça, vraiment, c'est en étant vrai là-dedans, déjà un travail de thérapie se fait à l'insu de votre bonne volonté et à l'insu de la bonne volonté de la personne. Et je leur dis vérifiez à la fin de l'entrevue, quand vous avez tout validé, vous dites à la personne comment ça va, comment vous avez trouvé l'entrevue, et la personne dit ça va beaucoup mieux. C'est un magique ce truc, ils ont rien compris, rien fait, ils ont fait de valider, parce qu'ils ont mis la personne en position témoin. En validant, ils valident tous les objets, en validant la personne, ils valident la personne, du coup ils mettent la personne en position témoin. Mais ils créent comme ça des zones, des espaces. Mais on ne dit pas créer un espace, ça se crée du fait même que la personne est témoin de ce qui se passe et tout est validé, puis le processus démarre, et le processus de changement se fait. Et la personne sort en disant il n'y a rien de changé, mais je me sens beaucoup mieux. Donc, c'est ça que je veux dire. Donc, c'est tout le travail, le seul travail qu'on a à faire. Bon, ensuite, on a vu d'autres trucs, mais essentiellement, c'est ça. Et rien de faire ça, éventuellement, sans qu'il y ait les questionnements, les concrétisations, les interrogations, le machin, enfin, tous les bidules d'écho à la con, là.
Le principal, c'est finalement en validant tout, on arrive là, tout simplement. Vous validez, tout à coup, vous avez une personne qui commence à brailler de façon incroyable. Vous n'avez rien fait. Et vous n'avez surtout pas dit, il faut pleurer. Donc t'es complètement hors jeu. Hein? T'es complètement hors jeu. Qu'est-ce que tu veux dire Non, mais il y a des paradoxes, mais vas-y un peu que je comprenne. Je veux dire, tu valides. Oui. Oui, le jeu se fait tout seul. Voilà. D'accord? Le jeu entre la personne et puis les objets se fait tout seul. Moi, tout ce que je fais, c'est valider les différents jouets. Je valide le joueur, je valide les jouets. That's it. Et les jouets, c'est les éléments extérieurs, et puis... Les éléments extérieurs qui, eux... Voilà. Du coup, ma blague, je l'ai racontée hier, la personne me dit, j'ai fait ça, je dis, ah oui, d'accord. Ah bah tiens, ah bah oui, ah bah mince alors. Ah ben ça, c'est quelque chose. Puis la personne me dit, vous avez beaucoup parlé. Mais en fait, elle se sent beaucoup mieux. Il y a un tas de processus qui s'est fait, quoi. Parce que sous mes onomatopées, on dit une onomatopée, je sais plus, ben, je valide tout, quoi. Et puis en plus, je valide la personne. C'est simpliste, hein. C'est simple, oui. J'allais dire, quand tu fais ça, quand tu valides la personne et ce qu'elle dit, c'est une forme de reconnaissance, de la reconnaître pour qui elle est, et du coup de la remettre dans son intelligence naturelle. Etc. Hein. Mais ça, je dirais, tout ça, tout ce que tu dis, est hyper intelligent et expliqué, etc. Mais dans les faits, c'est très très simple ce qu'on fait. On n'a même pas la peine de réfléchir comme tu le réfléchis pour faire ce qu'on fait. Les médecins qui font ça, là, qui sont des types qui travaillent comme des fous, des résidents, et puis qui voient des tas de gens l'urgence avec le sang, le machin, le bordel, en fait, tout le truc, on se rend pas compte, mais les gens se rendent pas compte, les fonctionnaires, mais c'est quelque chose, hein. Ils sont toujours à 3 doigts de la mort, de machin, et bien, enfin, ils sont rigolos, les fonctionnaires ils sont rigolos, hein. J'avais un ami psychiatre, travaillant entre autres en hôpital psychiatrique. Peut-être que Olivier l'a rencontré d'ailleurs. Il y a un grand gars, qui a beaucoup d'expérience, et il y avait un patient qui est complètement fou, qui était psychotique, submergé, enfin il n'y a pas moyen de... Puis l'avocate, fonctionnaire entre guillemets, il avait demandé à être libéré, et l'avocate, fonctionnaire, lisant tous les textes de loi, dit il faut libérer, il faut ci, il faut ça. Mais si, était vachement emmerdé, parce que ça allait être épouvantable pour le patient, puis pour l'environnement. Mais l'avocate avait raison au niveau des textes. Il y a des avocates... venez, on va voir le patient ensemble. Ils sont restés dans la pièce pendant 3/4 d'heure. Et elle a assisté à ce que c'était qu'une psychose. Elle était effrayée. Bon, il était un peu pervers. Il a dit, je vais faire un peu durer l'entrevue un peu plus longtemps pour faire mariner le bidule. Et quand ils sont sortis, qui dit à l'avocate, alors vous pensez qu'on le libère? L'avocate dit, non, je pense pas. Elle avait vécu ce que c'est une première ligne, et ce que c'est la souffrance, et ce que c'est la psychose, en dehors des textes de loi. Vas-y. Est-ce qu'on peut, une personne psychotique ou déclarée, même peut-être faussement schizophrène ou autre bipolaire, est-ce qu'on peut l'accompagner dans le passage? Est-ce que le passage se fait? D'abord, il faut que je valide tous les bidules. Non, mais attends. Parce que c'est la personne qui y va. Hein. Moi, j'attends, mais la personne y va. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas. D'accord? Et puis, c'est très bien. Moi, j'attends là encore que, mais je force personne. Parce que alors là, je vais les rendre encore plus... ils vont se suicider. D'ailleurs, c'est ça le problème des suicides. C'est... Hein? Si elle y va toute seule, on laisse. Ah bah oui. On l'accompagne, c'est tout. Mais avec les psychotiques, ce que je fais d'abord, c'est valider tout. Hein, le schizo qui arrive avec une hallucination, je dis, ah oui, l'hallucination, tiens, c'est marrant, votre truc, et comment vous démerdez avec l'hallucination, en fait, avec votre mère qui vous crie dessus, comment vous démerdez? Oh, ben, finalement, je prends un bain, puis ça l'éloigne, génial, votre truc, etc. Et du coup, ils prennent moins de neuroleptiques, parce qu'ils apprennent à maîtriser leurs hallucinations. Mettons. Mais je les prends comme des personnes et non pas comme des schizophrènes. C'est toujours le même truc, hein.
La schizophrénie, ah vous êtes schizophrène, ah oui d'accord, tiens, qu'est-ce que c'est la schizophrénie, racontez-moi ce que c'est la schizophrénie pour... Ah ben vous savez, non, je le sais pas, mais pour vous, je sais pas trop, alors allez-y un petit peu. Donc on parle de schizo, mais tous sont des personnes qui... Ah oui, la schizophrénie, ça vous rend vulnérable, ah oui, ok. Donc comment vous démerdez avec quelle vulnérabilité qui fait que chaque fois que vous fixez quelque chose, vous commencez à délirer, comment vous démerdez avec ça, etc. Puis... Ils ont beau avoir un cerveau, mettons, dément et bordélique pour des tas de raisons, peut-être génétiques d'ailleurs aussi, on apprend à se démerder avec ça. Mais ils sont des personnes. Je réponds. Donc, ne fût-ce que ça, c'est déjà pas pire. Pas mal. Si les antipsychotiques leur permettent, quoi. Ouais, les antipsychotiques, c'est un peu comme les antidouleurs, hein. C'est bon et pas bon. C'est-à-dire, ça peut permettre de diminuer la souffrance, mais en même temps, ça peut aussi complètement éteindre la personne. Mais c'est le fait de n'importe quelle médication, ça. Donc c'est utile et pas utile, ça dépend comment on l'utilise. T'entends, on a trop mal pour travailler intérieurement, donc pourquoi pas prendre un adoucisseur de douleur pour permettre de travailler intérieurement, ce qui permet ensuite de pouvoir avoir une certaine maîtrise de la douleur. Et puis de temps en temps, voilà. Donc je suis pas contre, mais c'est l'utilisation dont je suis contre. Et surtout la croyance, l'imitation, ça guérit. Oui. Les borderline? Oh, c'est sympa les borderline. C'est plus sympa comme patient que pour vivre avec, mais c'est sympa. Hein? Est-ce qu'il n'y a pas risque qu'ils basculent, qu'ils restent coincés dans le passage? Non, eux, ils sont vraiment très redevables de ce genre de passage-là. Non, vraiment. Quand ils commencent à familiariser leurs affects, franchement, ils se transforment complètement. Ils en sont vraiment redevables. Pour les personnes qui sont en crise. Pardon? Pour les personnes qui sont en crise, est-ce que ça serait une contrainte? C'est pas le moment, je pense. Faut d'abord que quand la personne est submergée, franchement, faut utiliser d'autres moyens. C'est vraiment pas le moment. Comme c'est pas le moment de faire de l'écho quand t'as horriblement des douleurs, quoi. Je pense qu'il y a des moments, donc quand c'est la crise, je veux pas commencer à en remettre, quoi. Je veux dire la validation que tu fais de ce vécu. Ouais, je pense qu'en crise, déjà, on est vraiment au niveau de la survie. Donc l'important, c'est de contenir et de soutenir. Contenir et soutenir, quoi. L'enfant est en crise, tu le prends dans les bras, puis tu peux rien faire, mais tu le prends dans les bras, puis tu sers de contenant. Et peut-être même, d'ailleurs, tu sers déjà de contenant à ces affects-là, d'ailleurs, pourquoi pas, c'est vrai. Au fond, je pourrais dire aussi ça. Peut-être la crise, on est déjà tout de suite à ce niveau-là, quoi. Au fond, j'inverse. Donc tout ce qu'on a à faire à ce moment-là, comme on est totalement impuissant et ignorant par rapport à ce qui se passe, on contient et on soutient. Et c'est exactement ce qu'on fait comme intervenant à cet endroit-là. Donc finalement, je viens de changer complètement mon fusil d'épaule en te répondant. Autant crise. Pardon? Autant crise de pathologie que crise de substance. J'en sais rien, ça dépend comment on peut parler à la personne. Ah oui, je vous raconte une histoire, c'était marrant. Ça dépend si on peut rejoindre la personne, je pense. Si on peut pas la rejoindre, franchement, dans les comas psychiques, si je peux dire, tu utilises les trucs pour, tu fais de la ressuscitation artificielle, hein. Puisqu'il n'y a plus de personne, sans coma psychique, la personne est complètement submergée, tu peux plus lui parler, là, c'est dépassé, là. Bon, mais bonne histoire, elle est bonne. Je suis dans la clinique externe de mon hôpital. À midi, tout le monde est parti manger. Et puis moi aussi, j'allais me chercher un sandwich ou je sais pas trop quoi. Et je reviens donc à, mettons, midi 15 pour mettre des horaires. Et puis quand je reviens, il y a un attroupement dans la salle d'attente de la clinique. Une quinzaine de personnes qui, je l'apprends, se sont peu à peu agglomérées au fur et à mesure où les gens passaient dans les couloirs. Et je me demande ce qui se passe, il y a une patiente, une malade, donc je veux dire assistée comme pour mes schizophrènes hier, une malade qui était tendue par terre. Je me aperçois en traversant le mur des spectateurs, et étendue par terre en train de crier, je sais pas quoi. Et je sais pas trop ce qui se passe, mais tout le monde est là. Alors, moi, je me mets à genoux. C'est marrant l'intuition, hein. Et puis donc la personne est là, je me mets et
Et entre deux cris, je lui dis, dites-moi, est-ce que vous préférez vous relever toute seule ou bien est-ce que je vous aide? Et la personne me répond, je pense que je vais pouvoir me relever toute seule. Je dis, d'accord. Tout le monde s'éloigne, elle se relève, la crise est terminée. Mais là, j'ai pu la rejoindre comme personne, si tu veux, paradoxalement. Donc, je l'ai pas prise comme une folle, je l'ai prise comme une personne que j'étais rattrapée à travers sa crise. Mais de temps en temps, c'est pas possible, mais là, c'était possible. Marrant, hein? Mais c'est miraculeux, elle était chouette. J'ai traversé la crise, le mur de la crise, et puis là, elle a été comprise quelque part, et c'était terminé. Et, je sais pas trop ce qui s'était passé, hein. Bon, c'était chouette, c'était adorable, vraiment adorable. En fait, c'est hier tu disais, je vois toujours la personne, son corps parfait. C'est pareil que de dire que je me place à ce niveau-là, au niveau du passage dès le départ. Ce serait une autre façon de le dire, en tout cas complémentaire par rapport à la première. Ce sera un double regard. D'une part, je regarde la personne, je suis en virtuel éventuellement, un peu comme là, je tente de rejoindre la personne à travers sa crise, ou en dessous de sa crise. Et puis en même temps, pour le travail thérapeutique, je suis déjà là quelque part. Donc au fond, les deux trucs, quoi. Et le cheminement, ben, ça se fait entre les deux, quoi. C'est possible de rester ad vitam aeternam à cet endroit-là sans jamais que la personne... Ah non, ça traverse. Ah, je te jure, ça traverse. Et si nous, on est accompagnateur et puis qu'on prend pas peur, là, ça traverse et c'est sidérant. Ah non, ça traverse.